Des idées à déplier. Des idées à déplier, la liberté à déployer. Nous déployons ici plusieurs conversations, à 2, 3 ou 4 voix, pour échanger sur notre monde en mutation. Au travers de chaque échange, donner envie de se questionner, relancer les débats, chercher, ouvrir de nouveaux horizons, raviver l'esprit critique au-delà des pensées mâchées. Car c'est en femme ou en homme libre que nous pouvons manifester les choix qui vont conditionner nos vies et avoir un impact autour de nous, sur toutes les catégories du vivant. Bonjour Valérie, Bonjour Christine. merci de répondre présent au podcast d'Altercop. Celui-ci, c'est des idées à déplier. Notre proposition, c'est de dire, voilà, on est dans un moment particulier qui est en recomposition. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en train de semer les graines, de faire pousser les graines pour que le monde d'après émerge. Il y en a qui sont encore bien coincés dans la difficulté du monde turbulent. Et par conséquent, nos rubriques, elles ont pour objectif d'aider à penser, de nourrir différemment, de permettre aux gens voilà, d'entendre soit des témoignages de vie, soit des témoignages d'action, soit des façons de penser qui peuvent apporter, un joli terreau pour que quelque chose émerge chez eux. Voilà, c'est à ça que je t'invite. Et je te propose dans un premier temps de dire, qu'est-ce que tu as envie de dire de toi aujourd'hui, là, maintenant? Qui est Valérie Zoïdeux? Eh bien, Valérie Zoïdo, non, je vais éviter de parler de moi à la troisième personne, c'est épouvantable. Non, je suis une femme qui est en recherche. Je pense qui est dans une forme de chemin, de vérité. Enfin, voilà, j'essaye d'être dans une forme de quête autour de l'être-té. Et voilà, donc ça s'est passé par plein de choses, c'est passé par, voi le journalisme, le storytelling, le fait d'écrire des documentaires, maintenant j'accompagne le monde du cinéma, mais en fait, finalement, peu importe ce qu'on fait, et ça me définit pas forcément. Moi, je pense que ce qui me définit, ma raison d'être, c'est la connaissance de soi au service de l'empuissantement citoyen. Voilà, donc à travers toutes mes quêtes, je fais en sorte de mieux me connaître, hein, et j'aide les autres à travers ce que je ramène de mon voyage à s'empuissanter, à se connaître eux aussi. Mais du coup, il y a une dimension à la fois individuelle et collective. C'est pour ça qu'au final, je dis que je suis storytelleuse du changement individuel et collectif, parce que je raconte des histoires sous plein de formes différentes autour d'un changement individuel et collectif. Et pourquoi le changement est aussi important? C'est parce que apprendre à vivre, c'est apprendre, à marcher ou à se métamorphoser en permanence, puisque la vie est mouvement. Et donc du coup voilà, je suis passionnée par, ce changement, par la métamorphose. Génial! Alors, j'ai l'impression que tu as répondu à qu'est-ce qui t'anime et fonde ta trajectoire, mais si jamais tu as quelque chose que tu as envie d'ajouter, tu es la bienvenue, si sur ce sujet-là. Ah bah oui, parce que enfin, ce qui m'anime, l'anima, l'âme, c'est justement, enfin, pour moi, comment dire? Tout m'anime, dans le sens où apprendre à vivre, m'anime, comprendre la vie m'anime, apprendre à aimer, m'anime. Enfin, je je pense que si on cessait d'avoir des choses qui nous animent, les choses commenceraient à devenir très, très compliquées. Donc moi, je suis curieuse de tout, quoi. J'aime vraiment, je suis passionnée par le fait d'être vivant, en fait. Mmh. Voilà, donc être vivant m'anime. Enfin, c'est presque un pléonasme, mais voilà, je suis curieuse des histoires, je suis curieuse des êtres humains, je suis curieuse de l'autre, voilà, je suis curieuse, enfin, je suis émerveillée devant les mystères, devant ce qui nous dépasse, voilà, et donc je suis à l'exploration, en perpétuelle exploration de ça, en fait. Je crois que c'est une forme de vouloir, comment dire? Comprendre ce qui est divin. Mmh.
ou de l'accueillir ou de voilà, c'est une forme de danse entre le visible et l'invisible qui m'anime. Eh ben, je vois bien. Eh ben, je te remercie. Même si peut-être, tous les auditeurs ne voient pas bien ce que c'est que l'invisible, bah, c'est quand même l'essentiel de tout ce qui existe et qui c'est pas parce que ça se voit pas que c'est pas opératif. Donc c'est bien de s'y intéresser et en t'écoutant, j'ai l'impression d'entendre une sage-femme du vivant, quelqu'un qui fait accoucher le vivant en elle et autour d'elle. Hem, je vais te demander quelque chose aussi. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à l'imaginaire? Eh bien, figure-toi que je me suis intéressée à l'imaginaire parce que justement l'imaginaire, c'est a priori ce qu'on considère, qui n'existe pas, qui est dans notre imagination et en fait, je me suis surtout intéressée aux rêves, puisque le rêve et l'imaginaire, sont associés, en fait et du coup, quand j'étais petite, je me demandais si finalement ma véritable vie ne commençait pas quand je me mettais à rêver, en fait. Ou peut-être que où j'avais d'autres réflexions en me disant: «Mais si ça se trouve, peut-être, que ce qui est réel est illusoire et que nos vraies vies, voilà, sont dans un autre monde, en fait». Bon, après, tu me diras que c'est un peu l'allégorie de la caverne de Platon. Mais donc voilà, je suis très intéressée par l'imaginaire parce que je suis intéressée par ces espaces où on est dans un champ des possibles et où du coup, il se passe des choses, qui, comment dire? Où il y a de la poésie de la vie, en fait, où il y a de la poésie, enfin, il y a quelque chose de très particulier que nous arrivons à ressentir, grâce à l'imaginaire. Combien de fois, en ayant rêvé, en ayant eu des rêves, qui étaient absolument, presque réels, en fait, j'ai ressenti des émotions, extrêmement fortes et du coup, ce que je trouve de très intéressant, c'est d'aller ramener l'imaginaire au réel et peut-être de le rendre tangible. Et du coup, voilà et en même temps, c'est aussi lié, je me cache pas, moi, je suis assez spirituelle, je m'intéresse beaucoup à la spiritualité laïque, hein, mais c'est pour ça, quand je te disais que, ma raison d'être, c'est la connaissance de soi, pour moi, c'est ça la spiritualité et donc je m'intéresse aux mythologies et notamment aux textes sacrés, et justement, c'est pas anodin quand on parle d'imaginaire et donc de récit que, bah, par exemple, la Bible commence par, «Au début était le Verbe et le Verbe s'est fait chair». Voilà, pour moi, cette phrase, m'inspire beaucoup parce que je pense effectivement, que tout est verbe, que a priori, que tout est information, in formare, ce qui rentre dans la forme, ce qui rentre dans la matière et que on a tout intérêt à soigner nos récits, nos verbes, pour que ce que nous allons matérialiser, soit, soit aussi lumineux que ce qu'on a osé rêver, quoi. C'est très joli, c'est inspirant, puis au moins ça permet, d'aller au bon niveau, je dirais, pour l'imaginaire parce que, on en parlait dans l'introduction qui n'est pas enregistrée, donc on va vous en donner peut-être quelques fruits. Hem, du fait que dans notre évolution de société, on va sans doute passer par des étapes où on passe par des étapes dont on est plus ou moins conscient. Mais il y a un moment, dans lequel nous vivons qui est un peu une transition washing, c'est-à-dire qu'il y a pas plutôt, un mot qui est sorti qu'il est déjà aspiré, vidé de sa substance parce que réemployé 150 fois. Alors que ce qui peut être tout à fait intéressant, c'est de pas forcément créer des néologismes, pour compenser le fait qu'on a vidé les mots, mais peut-être de resubstantialiser les mots, c'est-à-dire de remettre l'essence initiale et celle de la source dans ce que l'on fait. Et le lien avec ce que tu disais, c'est que, bah, voilà, le rêve, l'imaginaire, la fiction, les récits, hop, c'est un job, c'est un business et donc il y en a partout et sauf qu'il y en a pas forcément partout qui sont inspirés. Ils sont, commercialisés, on va dire, voilà, parce que c'est une nouvelle activité lucrative. Hem, alors que nous avons effectivement des chances pour que des choses se transforment si ce qu'on reçoit en inspiration, qui est quand même l'esprit du souffle, l'esprit de la source, heu, arrive à s'incarner avec des mots choisis,
avec des mots pesés et pas créer des mots qui vont en fait être des ersatz de choses qui avaient de la substance, de la réalité. Et donc je te remercie pour ce que tu dis, c'est-à-dire de faire attention à ces mots qui vont devenir, des 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 formes formantes pour une réalité et qui vont permettre de créer un joli présent et un super futur. Donc j'entends que c'est cette reliance-là qui t'anime profondément et qui permet, de comprendre aussi l'articulation de tes actions, c'est ça? Waouh! Ouais, ouais, complètement, enfin, il y a plein de choses là dans ce que tu viens de dire. Mais si je rebondis sur la toute fin de ton raisonnement, en fait, effectivement, premièrement, ce qui m'anime, c'est la justesse. La justesse, mais dans tous ses états, c'est-à-dire effectivement dans le choix des mots, dans le respect des mots et dans l'incarnation aussi. C'est-à-dire que, il n'est c'est enfin, il ne s'agit pas que de parler de cœur, de transition, d'imaginaire, de récit et cetera et cetera et cetera. Encore faut-il, les vivre ou les incarner ou les rayonner et avoir une forme quand même d'alignement. Parce que le risque, c'est, peut-être, effectivement, de faire du heart washing ou, du, social washing ou du greenwashing ou du enfin, donc voilà, bon, c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde, se met à parler de récits ou d'imaginaire, mais les récits, encore faut-il les faire. Et le temps de la création, c'est comme le temps de la vie, enfin, on ne tire pas sur un arbre pour le faire pousser et donc voilà, moi, enfin, quand je me mets vraiment à écrire ou à faire des his à écrire à réaliser des films ou des histoires, on est surtout dans le silence. On est et là, en ce moment, je pense qu'il y a trop de blabla, trop de, hem, enfin, voilà, pour moi, écrire un récit ou voilà, accueillir ces nouveaux récits dont on se met de plus en plus à parler, c'est, se mettre, déjà dans un autre état d'être et effectivement, créer, les conditions de l'accueil du renouveau, quoi et je vois qu'il y a quand même parfois un petit peu une petite tendance à perpétuer l'ancien paradigme qu'on dénonce. Heu heu, voilà, et quelque part, c'est en faisant ce qu'on a toujours fait qu'on va obtenir ce qu'on a toujours obtenu, donc voilà, pour moi, je suis un peu dans cette vigilance, mais pareil autour de l'amour, pareil au et pourtant je suis vraiment quelqu'un qui m'intéresse énormément à ce sujet, ou à celui de l'intelligence du cœur, mais je trouve que attention à ce qu'on dévoie pas ces sujets-là. Ce sont des mots, le cœur, l'amour et cetera, qui sont tellement sacrés que, voilà, c'est important de pas trop les vulgariser, quoi. Mmh. Et donc enfin de qu'ils ne se vident pas de leur substance, voilà. Et que, voilà, en tout cas, parce que si on se permet d'utiliser ces mots et qu'il y a pas une incarnation derrière, eh bien, le problème, c'est que c'est contre-productif, en fait. Ça on se tire une balle dans le pied, par rapport au message qu'on voulait envoyer. Mais c'est un petit peu le petit souci qu'on peut voir aussi dans nos écosystèmes de la transition, où quelque part, il y a beaucoup de, comment dire, et ça rejoint le sujet du storytelling, ben, voilà, il y a beaucoup de «il faut que, y a qu'à», i comment dire, on est aussi parfois un peu donneur de leçons, hein, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Est-ce qu'on a le droit de prendre l'avion? Est-ce que enfin, voilà, il y a un peu une forme parfois d'inquisition sur, certains comportements écolos ou pas. Mais pour moi, comment dire, cette «police des mœurs» entre guillemets, si elle n'est pas accompagnée, à côté, d'une exemplarité ou en termes aussi d'être-té et là, ça m'inquiète parce que, on peut finir par, comment dire, se tirer une balle dans le pied dans notre message, mais en plus, hem, créer les conditions encore de la séparation et de la division. Alors que finalement, pour moi, l'essentiel d'un nouveau récit, c'est un récit autour de la paix. Voilà. C'est, comment on crée les conditions, de, se pacifier avec le vivant, avec soi et avec les autres.
Je pense que la planète va très bien s'en sortir sans nous, mais ce qui nous est demandé de bosser, c'est, voilà, c'est notre capacité à coopérer et surtout à éviter, je pense, une guerre de tous contre tous, quoi. Et ça et pour moi, les récits peuvent nous aider et peuvent éduquer à ça, en fait. Tout à fait. Alors, je vais revenir sur, mes questions à toi, mais je continue la digression qu'on a entamée. Mmh. Heu, pour moi, c'est un des facteurs qui explique la fatigue des acteurs qui tirent le sujet, de la transition de différentes, manières. C'est d'avoir l'impression que les choses n'avancent pas et pour moi, en tout cas, ça ne m'appartient, uniquement, c'est parce qu'on l'incarne pas assez. C'est-à-dire que, tant qu'on se met pas nous-mêmes à bosser sur l'incarnation de ce qu'on porte en termes de contenu, quel que soit l'axe qu'on a pris, ça reste des idées, ça peut même être très facilement des plans d'action, mais il y a quelque chose d'essentiel qui n'est pas là et comme il n'est pas là, bah, ça marche pas trop, c'est pas très exemplaire donc effectivement, si, les acteurs qui poussent la transition, ne montrent pas suffisamment de coopération, bah, les autres qui sont dans des structures où ils sont en mode compétition, ils disent: «Bah, quand vous aurez changé, on viendra vous voir». Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est dommage. Par contre, ce qui est formidable, c'est qu'on traverse cette nouvelle étape, puisque en fait, le chemin qu'on est en train d'emprunter, personne ne l'a emprunté encore, puisque c'est une nouvelle étape de notre histoire d'humanité. Donc, c'est normal qu'on se prenne les pieds dans le tapis. La bonne nouvelle, c'est qu'on réagit quand même assez vite, parce qu'on a des cycles qui vont très très vite aujourd'hui, action, réaction, etc. Donc, je pense que cette prise de conscience partagée va nous permettre de dire bon, ok, d'accord. Alors, sur quoi il faut qu'on bosse maintenant? Donc c'est plutôt réjouissant et je me dis qu'effectivement on peut partir de la fatigue et du ras-le-bol et juste en se disant: «Bon, allez hop, on y va, on se fait, un temps, collectif ou plusieurs temps collectifs, on essaie d'avancer ensemble et qu'est-ce qu'on pourrait, tirer de tout ça?» Alors je referme, la parenthèse, sinon je passe mon temps à t'amener ailleurs que mais ça t'empêche pas de réagir quand même et tu vas voir, il y a un lien avec la question suivante. La question telle qu'elle était imaginée, c'est, est-ce que dans tout ce que tu fais, est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a un impact? Donc, peut-être tu peux réagir, sur ça. Est-ce que parce qu'il y a une différence entre je tu fais quelque chose et est-ce qu'il y a un impact? C'est différent de dire: «Est-ce que tu veux qu'il y ait un impact aux choses que tu fais?» Donc la question, c'est est-ce qu'il y a un impact? Pas est-ce que tu veux qu'il y ait un impact, c'est ça? Je te pose les 2 pour le prix d'une. Donc, voilà, vas-y. Écoute, je sais pas, en fait, j'ai peur de comment te dire? Si je répondais à la première, d'avoir une forme de prétention ou d'autosuffisance ou de tu vois ce que je veux dire? Enfin, dans le sens où, j'ai besoin d'abord de répondre à la deuxième et ensuite de répondre à la première. En fait Vas-y. j'ai compris, parce que moi, ça fait 20 ans que j'explore, tu vois, ces sujets-là. Alors, un peu moins longtemps que toi, mais longtemps quand même. Donc si tu veux, j'ai compris quand j'ai sorti, la série Objectif 2050. Je le raconte souvent cette anecdote, donc c'est une série de 6 documentaires, de 52 minutes, pour Planète Plus, ou qui est sortie en 2015, où vraiment c'est un vrai, programme quoi, politique quoi, dans le sens, enfin au sens grec du terme, hein, mais où je parle d'autonomie alimentaire, autonomie énergétique, autonomie productive, autonomie des territoires et cetera et on est vraiment dans, il faut que yaka, si tu veux, mais qui était plein de bienveillance, hein, mais c'est-à-dire que j'étais persuadée que j'avais la recette et cetera. Donc bon, la série la volonté était d'avoir de l'impact. Justement parce que enfin mon intention c'était voilà, un film à impact, ça passe à la télé et cetera. Je raconte souvent que le making of a été compliqué parce à l'époque, j'ai plus maintenant, mais j'étais un peu ayatollah verte. C'est-à-dire que, et j'ai engendré de la violence, en fait. Rien que dans, bah, justement, dans mes relations avec, autrui, dans le making of, moi, j'étais entourée de coréal, d'une équipe, qui était absolument pas dans ces sujets-là. À l'époque, on me prenait vraiment pour une folle dingue, justement pour, bah, un peu une nana un peu rigide, tu vois? Et en fait,
je n'étais pas dans une forme d'accueil de l'autre dans sa différence et je n'étais pas, on peut pas forcer les gens à changer à tout prix, ça n'est pas possible, en fait. On ne force pas à boire un âne s'il n'a pas soif et ça, je l'ai compris après. Je l'ai compris grâce aux attentats, en fait, du Bataclan où je me suis dit: «OK, ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui nous arrive à l'intérieur. Je vais déjà commencer à balayer devant ma porte. Moi aussi, j'ai de la violence à l'intérieur de moi, donc je commence déjà à bosser sur moi et puis après on se rappelle, quoi» et du coup, finalement, il y avait aussi un énorme travail d'ombre, on en a tous, et donc je pense que vouloir avoir de l'impact, c'est une ombre. Parce que en fait, c'est encore une énergie de la lutte. Et tu me parlais des mots au début, de notre entretien. Le champ lexical de l'impact, c'est le champ lexical de l'accident quand même. Voilà, donc il y a eu un impact, tu vois? Et en fait, moi, j'ai pas envie d'avoir un impact. Moi, j'ai envie d'allumer, des petits phares, en fait. C'est-à-dire que j'ai plutôt envie éventuellement, j'ai envie de rayonner, mais j'ai pas envie de j'en peux plus de l'énergie de la lutte, en fait. Déjà parce que je suis fatiguée, je suis quand même j'ai un peu cet ancien archétype de la combattante et de la guerrière et en vrai, j'en ai ras le bol, pour être tout à fait honnête. Donc voilà, je suis une petite fille de républicains espagnols, voilà, mon grand-père, travaillait au gouvernement de la Seconde République, en Espagne, donc il est exilé, il a fui Franco. Je porte ça dans mes cellules, en fait, tu vois? Le combat politique, les idéaux, le côté aussi un peu, don quichotesque, et c'est super et vraiment je suis hyper heureuse de cette lignée. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est, heu, voilà, de plus être dans le combat et que la posture soit plus une invitation à œuvrer différemment et avec d'autres méthodes. En tout cas, beaucoup plus, ouais, moins avec l'égrégore de la lutte et du combat, quoi. Et donc, du coup, je pense que, ça n'est pas tant de l'impact que j'ai, mais, ce qui est sûr, c'est que, parfois, je suis entendue et ça, c'est déjà pas mal. Mais merci beaucoup parce que, cette distinction, elle est essentielle. Je pense qu'il fallait qu'on passe par là parce qu'en effet, à un moment donné, on se croit convaincu d'un truc, pour la transition, donc on cherche à y aller. Merci aussi de pointer, ce qui est cher à mon cœur, qu'avant de se soucier de la violence chez le voisin, on en est où à l'intérieur? Voilà, mais toutes ces prises de conscience, comme tu l'as nommé, elles ont été le fruit d'expériences, les tiennes, moi les miennes, bref. Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on est tous en train de réinventer la roue à chaque génération, mais enfin bon, c'est pas grave, hein, peut-être qu'un jour on comprendra que le vivant, il travaille sur, la mémoire et la transmission. Hem et en tant qu'être humain, on arrivera à faire ça en disant: «Bah, Valérie, tu en es où là? Moi j'ai quelque chose à faire. Est-ce que tu es OK pour que je comprenne ce que tu as vécu pour partir à partir de là?» Ouais. Pas, je vais refaire depuis le début. Bon, c'est comme ça, notre humanité pour l'instant, elle en est encore là, donc pousse-toi que je m'y mette, je refais tout pour avoir le même constat 20 ans après, voilà, bon. Heu et donc la différence entre, vouloir avoir de l'impact, ce qui était logique, prise de conscience écologique, prise de conscience de l'urgence, les acteurs qui ont été, dans ce domaine-là se sont dit: «Vite, vite, vite, il faut agir, il faut trouver des solutions». Donc c'est juste et légitime et c'est beaucoup mieux que de continuer à bousiller la planète, hein, donc c'est un vrai progrès réel. Que l'univers nous permette, enfin quand je dis univers, chacun l'appelle comme il veut, mais que la vie nous permette de comprendre que peut-être on n'a pas tout à fait bien avancé, on a sans doute bien avancé, puisque des graines ont été semées, plein de gens s'en sont déjà emparés, on fait déjà des choses avec ça. Mais peut-être pas autant que, on aurait souhaité, donc que l'impact n'est pas aussi fort et d'aller voir, qu'est-ce qui se passe qui fait que, ça marche pas tout à fait bien et résultat, que ça nous permette d'aller plus loin, c'est formidable. Enfin que ça permette cette recherche intérieure, cette prise de conscience de la connexion, de voir comment tu dis dans ta lignée, je pars d'un grand-père qui était, militant plus l'archétype Don Quichotte, ça c'est sûr que c'est tout à fait léger aussi et de se dire, au lieu de mettre un peu comme, Saint Michel, hein, la lance sur le dragon,
de se rappeler la symbolique que ça a, qui est de dire: «Bah non, ça veut dire que je m'aligne juste ciel-terre et que j'arrive à alchimiser les lourdeurs, de la matière, en substance, spirituelle et vice versa». Bah, voilà, faut l'avoir vécu dans son corps et dans son cœur et donc je me dis: «C'est génial» parce que ça va amener ailleurs de dire: «OK, bon d'accord, elle a eu un impact, mais elle sait, elle est ailleurs, elle comprend que c'est plutôt, le rayonnement de là où on en est, Mmh. de sa cohérence intérieure qui va faire la différence». Parce que le facteur de confiance, il marche là, il se dit: «Comment est-ce que je peux avoir confiance en Valérie?» Bah, je vais, écouter ce qu'elle fait et regarder ce qu'elle expérimente et là, je me dis: «Ah ouais, je me sens je vais y aller en confiance, je vais y aller». Donc c'est super, merci pour cette distinction essentielle. Ouais. Et après, ça veut pas dire que, comment dire? Le résultat enfin, qu'il y a pas de résultat, il y en a du résultat. Mais je pense que la sagesse, c'est de se détacher du résultat. Bon, À laquelle on est invité, je veux dire. attention parce qu'en général, ceux qui ont été, super sages, après, ils s'en vont dans les étoiles. Donc reste un peu encore, on a peut-être des trucs à profiter de ton chemin, mais merci. Ah, tu sais, je suis pas sage du tout. En tout cas, mais je suis intéressée par le fait, en tout cas de tendre vers, mais d'ailleurs, il y a un super bouquin d'une amie, Marianne Lénard, qui parle de ça qui s'appelle «Passage» justement, en 2 mots et voilà et le fait d'expérimenter le passage, enfin, on vit des passages à travers la transition, c'est aussi de temps en temps d'accueillir le fait qu'on est passage, mais qu'on va tendre vers la sagesse. Eh ben, merci. Donc ça va bien avec la suite, qui est, quelles sont tes valeurs cardinales, essentielles? Qu'est-ce qu'il y a le plus précieux pour toi? Écoute, je te dirais peut-être la liberté. Je pense que, la liberté d'être soi, et la liberté et le fait d'accompagner les autres vers, leur propre liberté, ça, c'est vraiment quelque chose de très important chez moi. Ensuite, il y a évidemment, enfin les valeurs, est-ce que, je ne sais pas si l'amour est une valeur, parce que l'amour, c'est un état d'être. Mais en tout cas, ce qui tourne autour de l'amour, est une valeur, enfin un tru c'est presque enfin c'est quelque chose de non négociable chez moi. C'est-à-dire, la bienveillance, le respect, la justesse, la justice, heu, ouais l'équité. Heu voilà, c'est vraiment, le fait la loyauté. La loyauté, c'est très, très important pour moi. Voilà, le fait d'avoir la confiance, que, voilà, d'une parole donnée ou qu'on peut compter sur toi ou que, toi tu peux, compter sur l'autre. Enfin voilà, quelque chose de une forme de noblesse, tu vois? La noblesse de cœur en fait, l'intelligence du cœur. Absolument et tout à l'heure en off, on parlait, du fait que, il y a des bulles de verre qui s'opèrent, c'est-à-dire des personnes qui maintiennent, quelque chose d'opaque, autour d'eux pour pas que les autres rentrent, en supposant qu'ils sont, un peu les prédestinés, les élus et cetera. Et et je pense qu'on oublie juste un petit morceau dans celui ou quelque chose qui est élu. L'élection qui, si je fais le lien avec ce que tu dis là, c'est-à-dire, être élu par la source, c'est-à-dire elle nous, traverse tellement qu'on sent qu'on a une appétence, on a une envie d'eux, donc c'est en ça que j'entends moi une élection. Hem, mais ce qui va avec, c'est pas de l'ego, c'est l'extrême responsabilité que ça a. C'est-à-dire que si, la source, est venue me chatouiller et en plus de façon récurrente et que du coup j'ai une aspiration vers elle, hem et ben, en fait, quelle responsabilité ça place, quel engagement, quelle posture, quelle qualité d'être, quelle incarnation. Tu vois? Pour moi, c'est excessivement exigeant. C'est pour ça que la plupart des gens rêvent égotiquement d'être élus à quelque chose, politiquement ou autre, peu importe la nature de l'élection, mais ils se rendent pas compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est au service, c'est incarner ce qu'on raconte, c'est s'engager, c'est être responsable, c'est passer son temps en justesse à ne pas nourrir quelque chose de négatif
Si on savait vraiment ce qu'on veut avec une élection, on propose tout de suite le mandat, quoi. C'est pour ça que la différence entre les élections humaines, et les élections quand c'est la source qui le fait, ils choisissent pas les mêmes gens. Ouais, j'ai l'illusion on est tous potentiellement des élus, enfin, en tout cas des personnes, enfin, on est tous des enfin, si on va dans un champ spirituel, on est tous plus ou moins un miracle ou des enfants, de la création, des enfants du divin, enfin, de l'univers, peu importe quelle est la croyance de ceux qui vont nous écouter et encore une fois, c'est laïque. Heu, la question est aussi autour du choix, de chacun, c'est-à-dire le fameux livre «Le chemin le moins fréquenté». Aller vers ce chemin-là, c'est vraiment prendre le chemin le moins fréquenté et donc prendre le risque de se perdre et aussi ou à la limite, tu sais pourquoi j'adore les récits et pourquoi j'adore l'imaginaire, c'est qu'ils nous apprennent à avoir comment dire? Des outils sur ce chemin. Bah, par exemple, Matrix, quand, Morpheus dit à Neo: «Je te donne la pilule rouge et en te donnant, je ne fais que t'offrir la vérité», et il lui explique qu'en fait, c'est pas du tout confortable ce chemin de vérité. Tu vois, au début, je te disais: «Moi, je suis en chemin de vérité, vers la vérité». Ça veut pas dire qu'on va l'atteindre jamais, mais en tout cas, l'idée est de la toucher un petit peu ou parfois d'avoir des éclairs de lucidité. Mais pour le moment, dans ce chemin, on est encore dans le voile de l'ignorance, quoi, dans l'illusion, dans la maya, quoi. Enfin, ce que les Indiens appellent la maya et voilà et donc Morpheus prévient Néo que cette pilule rouge, en fait, c'est le début des emmerdes. Heu c'est il lui dit: «Tu peux reprendre la pilule bleue et là, tu retrouveras ta vie, tranquille, pépère et cetera et on oublie notre conversation, mais si tu prends la pilule rouge, ben, voilà, ça va être inconfortable. Je vais te sortir de la matrice» et c'est pareil pour Alice au pays des merveilles qui passe de l'autre côté du miroir et qui suit le lapin blanc. Ce sont le début des emmerdes. Il y aura un avant et un a un avant et un après. Mais qu'est-ce que c'est en même temps puissant de vivre ce chemin-là, parce que, bah, justement, c'est un chemin aussi de reconquête de son soi, supérieur, c'est-à-dire qui est lui relié, au grand tout. Donc voilà, mais bon, moi j'adore les évangiles, tu vois? Dans le Nouveau Testament, Jésus prévient Simon-Pierre aussi parce qu'il l'a choisi, son chemin à lui, ne va pas être évident et que lui, il a un plan, enfin il a un dessein pour lui. Donc voilà, donc oui, c'est sûr que, avoir été des apôtres, ou même avoir été un Moïse, il y a Netflix qui a sorti, un documentaire en 3 parties, enfin docu-fiction que je recommande qui est extraordinaire. Bah oui, être Moïse, aller chercher les tables de la loi en plein désert, bon, bah, c'est pas non plus, comment c'est pas nécessairement confortable, quoi. Mais je reviens sur ce que tu dis, qui me semble vraiment, important, ce que cette notion de liberté qui fait qu'on a tous été, avec des parcelles de lumière, si on peut le dire comme ça. Et effectivement, le choix, c'est d'y retourner ou pas. C'est-à-dire qu'on sort tous de l'unité et est-ce qu'on a envie d'y retourner? Et en effet, pourquoi il y a cette notion, d'élu? C'est parce qu'il y en a pas beaucoup qui effectivement gravissent le chemin comme ils peuvent, avec un paquet effectivement de d'obstacles à la clé. Alors même si les gens ne le savent pas, ils subodorent en disant: votre truc là, c'est garanti là, on va vers la lumière, ça va bien se passer. Non, pas du tout. Personne ne le garantit, voire même, on ne sait jamais, il y aurait peut-être des choses un peu compliquées, un peu difficiles et peut-être que ce qui pourrait être un joli défi aujourd'hui, c'est de dire: «Et si on pouvait rendre ce chemin, moins douloureux?» Ça ne veut pas dire le diminuer, mais donner plus envie de le parcourir et puis de se dire: «Bon, bah, OK, d'accord, je vais m'arrêter, pour faire le tour de France, je vais m'arrêter en partant de Paris, à Sens ou à Orléans. OK, mais j'aurais déjà fait ça», plutôt que d'en dégoûter tout le monde en mettant des choses qui n'ont rien à voir et qui empêchent cette grande connexion et les merveilles que ça apporte. Parce qu'en effet, quand on a vécu des choses de l'intérieur,
la notion de cœur, elle se discute pas, elle est tellement rayonnante. Mais voilà, en tout cas, pour revenir à, mmh, à notre propos, mais qui est allé là où tu avais envie de le conduire, donc c'est génial. Je me suis dit: «Moi, c'est toi, Valérie, que je convie, ici et maintenant», et donc c'est chouette de savoir comment tu organises, tu articules, l'imaginaire, l'évolution, notre évolution avec cet ancrage spirituel fort et ce cheminement d'incarnation. En fait, c'est juste que, même si c'est très risqué et très tabou, je trouve sur la place publique et notamment en France de parler de spiritualité, je pense que c'est indispensable. Et aujourd'hui, moi, finalement, il y a il y a essentiellement ça qui m'intéresse. Mais pourquoi? Parce que, j'ai fait beaucoup de journalisme de solutions pendant des années. Je suis allée dans, enfin, tu vois, cette fameuse série Objectif 2050, c'est du journalisme de solutions. Toutes les solutions existent. Tout ce qui pourrait nous permettre d'aller vers la société post-carbone, on l'a en fait. L'humain est absolument un génie sur pattes, quoi. Le seul souci, c'est que tu vois, on a une chercheuse interdisciplinaire, Pascale Degaille, qui intervient dans nos séminaires de scénaristes, qui nous dit: «Il ne s'agit pas tant de trouver des solutions que de se déconnecter du problème». Et en fait, tant qu'en tant qu'humanité, on n'aura pas appris à se déconnecter du problème, à nouveau, on fera, enfin, on pensera comme on a toujours pensé, on fera ce qu'on a toujours fait et on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu. Et pour moi, tu vois, c'est vrai, ce qui m'anime, c'est cette phrase d'Einstein, c'est, que tu dois connaître évidemment par cœur, mais, pour régler un problème, on ne peut pas régler ce problème avec le même niveau de conscience que ceux qui ont engendré ce problème ou que celui qui a engendré ce problème. Et donc pour moi, toute la priorité, c'est, et je sais que tu sais, c'est d'élever les consciences, de travailler sur ce chemin d'élévation. Et donc pour moi, ça passe par les récits, en fait. Donc voilà, et ce chemin d'élévation de conscience, c'est d'abord un travail au niveau individuel et collectif sur nos ombres en tant qu'humanité, c'est-à-dire de se poser la question: pourquoi en 200 ans de révolution industrielle, on a remis 4 milliards d'années, on a remis en question, pardon, 4 milliards d'années de vie sur terre? Qu'est-ce qui fait qu'on a été dans une pensée linéaire d'extraction des ressources, de prédation? Qu'est-ce qui fait qu'on a créé une société où il y a eu du colonialisme, du patriarcat et le capitalisme qui aujourd'hui sont un petit peu les symptômes, enfin comment dire, qui font mal, qui créent des souffrances, et mais qui ont la même origine quelque part. Tu vois, on parle, en ce moment, tu vois, les blessures qu'on règle au niveau collectif, c'est vraiment, je pense, voilà, des blessures de colonialisme, des blessures du patriarcat avec toutes les affaires qui sortent et des blessures du capitalisme. Et pour moi, tout a la même, origine, en fait. Et donc comment on change notre manière de penser pour, finalement être au service du vivant et nous-mêmes avoir un design de contrat social qui soit totalement régénératif, circulaire, parce que pour l'instant, il est extractif, il est purement linéaire, en fait. Et du coup, voilà, et pour moi, en fait, ça passe par la spiritualité. Mais encore une fois, ça n'est pas religieux, c'est vraiment, Heu heu, c'est autre chose, c'est de la connaissance de soi, c'est une vision intégrale, c'est une vision holistique. Et voilà, et c'est pas pour rien que Malraux disait: «Voilà, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas». Et pour moi, la puissance de cette phrase est dans le «ou ne sera pas». Elle est prophétique. Si le 21e siècle n'est pas spirituel, il ne sera pas. Et voilà, et du coup, ben, heu, il y avait une analyse extraordinaire, dans Le Monde, après le Bataclan, où, le chroniqueur, et pardon pour cet auteur de cet article, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais disait que le problème de l'extrémisme en France était en fait, l'absence de spiritualité sur la place publique. Le besoin de transcendance, et de voilà, et de quête de sens, c'est est hyper important. À partir du moment où ce besoin n'est pas satisfait, ben, les personnes iront au plus offrant, et malheureusement, les plus offrants, ce sont des extrémismes religieux. Et donc je pense que la laïcité a été très, très mal comprise. La laïcité, c'était à la base pour offrir justement une liberté, de voilà, de choix au niveau du culte, au niveau de la spiritualité, de l'exercice de sa spiritualité, mais ça voulait pas du tout dire la disparition, de la voilà, du sujet spirituel. Et je pense que notre contrat social aujourd'hui en a besoin, d'autant qu'on se pose beaucoup de questions d'éthique,
autour de ce qui est au service de la vie ou de ce qui ne l'est pas. Et donc, c'est hyper important. On est à un carrefour au niveau de notre humanité. C'est la première fois, je pense, dans l'histoire de notre humanité où on est dans ce carrefour civilisationnel où, d'un côté, on parle d'immortalité, à la Silicon Valley où, on nous prépare, enfin, où on parle d'hommes augmentés, de cyborgs, enfin voilà, où on est un peu en train de tuer, heu, l'âme et l'homme. Et de l'autre côté, bah, on a les collapsologues qui parlent, d'une potentielle fin de l'humanité. Et donc je trouve ça hyper intéressant. D'un côté, on parle d'immortalité et de l'autre, on parle de fin de l'humanité. C'est complètement schizophrénique en termes de storytelling, en fait. Et on est à ce carrefour-là. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans les 2 cas, on parle de mort, en fait, et donc de vie, et donc du sens de nos vies. Pourquoi l'humain est sur terre? Quelle est son existence? Quel est le sens? Pourquoi la vie nous a mis dans ce carrefour? Après le règne minéral, végétal, animal, à quoi sert le vivant, enfin, à quoi sert l'humain, pardon, dans cette évolution-là? Et j'ai l'impression que la civilisation qui arrive est une civilisation qui va, être une civilisation, aimante. Voilà, moi enfin qui va apporter quelque chose, de plus, je l'espère en tout cas. Et je sens que c'est lié à des questions, ouais, qui sont, de l'ordre du divin. Après bon, moi je suis une fervente, lectrice et défenseuse de Sri Aurobindo, voilà, qui parle de ça, qui parle de cet humain qui va être, créer les conditions, d'une vie divine sur terre. Mais pour ça, voilà, ça se fait pas en un jour. Il y a tout un travail, ben, voilà, de travail sur notre mental, sur nos égos, sur nos ombres. Et pour qu'on crée les conditions, ça va mettre des années, enfin un peu, mais en tout cas, je sens que ça tend par là, quoi. Ça va, tu m'as pas perdue, Christine? Non, non, je rebondis juste pas parce que c'est toi que j'interviewe et pas moi, donc je rebondis pas, c'est tout. D'accord, d'accord. Hem, donc voilà, je suis ravie de ce que tu apportes et je pense que ce que j'apprécie dans la manière dont tu le dis, c'est aussi, d'avoir une liberté, une audace et une force à le dire et je pense que ça peut être tout à fait, important de l'entendre. Donc merci pour ça. Alors, il me semble que ça répond à la question que je vais te poser. Si tu considères que c'est fait, bon, on ira ailleurs. Hem, est-ce que est-ce que tu auras un message, particulier à délivrer aux auditeurs? Quelque chose qui vraiment te tient profondément à cœur et que tu te dis: «Si les gens devaient repartir avec quelque chose, ça serait avec ça». Waouh, je voudrais pas que ça soit, quelque chose qui serait de l'ordre, à nouveau, du donneur de leçons ou de l'injonction, ni du «moi je sais», parce qu'en fait, je ne sais plus rien. En fait, pour être tout à fait honnête, j'ai plein d'idées sur tout, et ça fait 45 minutes qu'on parle et en vrai, je ne sais plus rien en ce moment. Je suis un peu, dans un carrefour où, moi, je vais plutôt parler dans ma vérité, enfin, même si c'est ce que je fais depuis le début, mais je suis dans un moment où, j'ai un peu mis le genou à terre et où je m'incline par rapport à ce que je ne comprends plus. Et là, c'est tellement particulier la période qu'on traverse que en fait, je suis, genou à terre, en fait. J'accueille maintenant. Je suis dans ce que Mathieu Dardaillon appelle l'ère du post-tragique, et j'accueille. Voilà, j'accueille ce qui se passe, mais je peux juste partager que cette année, il s'est passé des choses tellement incompréhensibles en 2023 que j'ai fait le choix de la lumière et de la foi. Et encore une fois, ça n'est pas religieux, mais j'ai dit que ma foi s'était glissée dans les interstices de mon incompréhension. C'est joli. Et en fait, je peux juste partager aux auditeurs que, en tout cas personnellement, j'ai choisi d'avoir la foi. Mais la foi, c'est la foi dans la vie, la foi en l'humain, la foi, dans l'amour.
la foi dans ce qui est et donc j'ai choisi de pas avoir peur, et d'être absolument passionnée par notre époque et même dans une infinie gratitude de: «Mais waouh, en fait, on a tellement de chance de vivre, et de participer à ce changement civilisationnel et de participer à ce challenge, de l'humanité que, en fait, c'est ultra joyeux, quoi. Même si ça veut pas dire que c'est pas douloureux, mais en fait, c'est absolument excitant comme jamais, quoi. Et donc voilà, c'est juste ce que je peux partager aux auditeurs. En tout cas, moi, voilà, je partage que je choisis de pas avoir peur. Génial. Et en conclusion, un mot de la fin, un dernier petit mot, ça serait quoi? Un mot de la fin, c'est, bah, écoutez, si vous voulez qu'on prolonge, cette conversation autour d'un café ou d'une bière, je suis partante. Donc une invitation au dialogue, c'est ça que tu proposes? Comment? Une invitation au dialogue. Oui, une invitation à pas se prendre au sérieux et je veux dire, je suis à l'initiative de l'Assemblée citoyenne des imaginaires. En vrai, c'est une invitation au rassemblement, à la rencontre de l'autre, à l'échange, et oui surtout à la rencontre quoi, au dialogue, voilà, et au fait vraiment de pas se prendre au sérieux, en vrai. Voilà. Mmh. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage et pour ces lumières que tu nous apportes et j'espère qu'elles vont faire le miel des auditeurs. Bah, je te remercie. Merci de m'avoir offert cet espace. Grand plaisir.